Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour cette nouvelle table ronde qui va du coup être très légèrement écourtée parce qu'il y a un petit peu de retard qui a été pris, puis un autre ministre arrive ensuite. On va parler égalité des chances et insertion, vous le savez, avec 3 verbes, mesurer, évaluer, agir. Je vous promets qu'on va passer davantage de temps sur le dernier verbe, sur agir, parce que je pense que vous êtes tous à l'affût et en recherche de solutions concrètes. Magnifique panel pour parler de cette question qui réunit le meilleur des mondes avec Aude Kérivel qui est au centre, docteur en sociologie. Vous êtes experte auprès de l'Impact Tank. Vous avez beaucoup travaillé sur l'évaluation des politiques publiques. On en reparle dans un instant. Ça commence évidemment dès le plus jeune âge. À vos côtés, Géraldine Plénier. Vous êtes directrice générale de la Fondation Mosaïque. Alors tout le monde connaît Mosaïque. Vous avez 30 ans d'expérience. Vous avez été notamment directrice de la RSE chez Capgemini, donc vous connaissez très bien le monde de l'entreprise, puis vous avez travaillé avec Jacques Attali, ensuite chez Positive Planète. Augustin Vicard est avec nous aussi, directeur de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Vous êtes docteur en économie, ancien de l'INSEE, vous connaissez par cœur ce sujet. Juste à côté de vous, Philippe Perrat, directeur général de la Fondation Engie. Le monde de l'entreprise est bien représenté, puisque Michael Fossa est là aussi, VP de Schneider Electric. On sait que Schneider Electric est souvent très en avance sur ces questions. Aude Kérivel, on débute avec vous. On va beaucoup parler de solutions concrètes, mais d'abord, le plus jeune âge et l'évaluation de ces politiques publiques que vous faites, notamment à l'école. Est-ce qu'on arrive à se camper dans le temps long avec des actions publiques qui dépendent beaucoup des politiques? Alors, on a rédigé justement avec Impact Tank, avec une équipe, un rapport. On est en train de le finaliser sur la question de l'égalité des chances. Et on s'est dit que plutôt que faire des propositions qui étaient un petit peu hors sol ou un petit peu de grandes idées, mais pas forcément applicables, on s'est intéressé à toutes les mesures, les lois, les réformes, les expérimentations qui avaient pu être mises en place par les 3 derniers gouvernements. Donc, à chaque fois, dans chaque gouvernement, on a 2 à 3 ministres qui se succèdent à l'éducation nationale et à l'enseignement supérieur et de la recherche. Ces ministres proposent souvent une dizaine de mesures. Donc, on a déjà fait un état des lieux de toutes ces réformes, de toutes ces mesures qui explicitement disent qu'elles luttent contre les inégalités. Donc, en effet, de la maternelle aux études supérieures. Et à chaque fois, on a été chercher les résultats d'évaluation de ces mesures. Il faut savoir que ce travail n'a pas été évident. Parce qu'en effet, même si depuis la LOLF, l'évaluation est inscrite comme une obligation dans les politiques publiques, eh bien, on observe qu'il y a un certain nombre de bilans. La Cour des comptes fait des bilans extrêmement intéressants, le Parlement également. Il y a également un suivi qui se fait avec des chiffres qui sont produits par l'ADEPE ou produits par l'INSEE, qui suivent l'école, les résultats des élèves, etc. Mais finalement, il y a peu de mesures d'impact ou d'évaluation des effets de ces politiques publiques qui visent à lutter contre les inégalités, sachant que en France, il y a 12 millions d'élèves, donc ça veut dire que forcément, si on veut qu'il y ait des effets visibles, c'est nécessairement avec une politique structurelle ou avec une politique en tout cas d'ampleur. Et on observe que les évaluations ne sont pas systématiques. Les raisons qu'on peut mettre en avant, c'est, vous l'avez compris, il y a un changement très fréquent de réformes, de programmes, de lois, d'orientation. De ce fait, un élève qui entre en maternelle va être impacté par de multiples mesures, parfois en contradiction. Et donc, il va être difficile d'isoler quelle est la variable qui a un effet sur la trajectoire des élèves. Et d'autre part, lorsqu'on fait de l'évaluation, il y a une temporalité politique d'attente
de résultats qui ne sont pas nécessairement cohérents avec la possibilité de mesurer un impact. Si on travaille, par exemple, on sait que c'est extrêmement important de travailler dès le plus jeune âge sur des mesures de lutte contre les inégalités. Si on travaille sur l'accès au langage en crèche ou à l'école maternelle, eh bien, c'est pas uniquement au moment de la crèche qu'on va regarder des effets, mais au moment de l'apprentissage de la lecture en CP. Donc on voit qu'il y a une temporalité qui est nécessaire pour regarder les effets de ces évaluations. Si les programmes de mixité qui avaient été mis en place par Najat Vallaud-Belkacem suivaient des élèves au collège, sauf qu'on sait, les revues internationales sur le sujet nous disent que les effets sont au niveau de l'orientation, puis au niveau de l'insertion sociale et professionnelle. Et donc, il faut attendre 10 ans, selon le CNESCO, pour pouvoir réellement évaluer l'impact d'évaluation de politique publique. Alors, il y a un choc des temporalités, ça on l'a parfaitement compris et vous nous l'avez bien expliqué. Augustin Vicard, malgré ce choc, il y a quand même un mouvement peut-être insuffisant, vous allez nous le dire en tant que fin observateur de tous ces mouvements, il y a quand même quelque chose qui se passe depuis des années pour améliorer cette égalité des chances. Alors, je ne serais pas aussi affirmatif que ça, forcément. C'est un point d'interrogation. Un sujet compliqué. Ce que je rappelais tout à l'heure dans l'atelier, c'était de dire que finalement, le grand mouvement d'ampleur, c'est la démocratisation scolaire. Le fait qu'on soit arrivé à 80% d'une classe d'âge au bac, à plus de 50% d'une classe d'âge de jeunes qui sont diplômés de l'enseignement supérieur. Et finalement, c'est de ça que, si on se reporte aux années 80, c'est de ça qu'on attendait un mouvement vers une égalité des chances plus importante. Et malheureusement, ça, c'est des espoirs qui ont été relativement déçus. C'est pour ça qu'ensuite, on essaye de mettre en place un certain nombre de dispositifs. Et peut-être que si on veut parler d'un mouvement, il a peut-être commencé en Amérique et aux États-Unis, où on s'est rendu compte via toutes ces évaluations qu'il fallait agir le plus tôt possible. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, dès la maternelle, dès l'école primaire. Et je crois que maintenant, c'est des choses qui commencent à rentrer davantage dans le logiciel d'un petit peu tout le monde. C'est pour ça qu'on a des mesures qui se sont aussi concentrées. On pense notamment à la mesure de dédoublement des classes de CP, CE1 en REP et REP+, sur cette partie de la scolarité et donc le très jeune âge. Et ce que je voulais dire, le corollaire de ça, et le corollaire de ces évaluations-là, c'est de montrer aussi que si on intervient beaucoup plus tard dans la trajectoire, quand les jeunes ont déjà, pour certains d'entre eux, décroché par rapport aux institutions, par exemple l'institution scolaire, eh ben, il faut intervenir de façon massive, très forte, et on ne peut pas se contenter dans ces cas-là de programmes très peu coûteux ou de saupoudrage, parce que ça ne fonctionne pas. Pour que ça marche, il faut y aller de façon importante et mettre des moyens qui sont peut-être comparables aux moyens publics qu'on octroie aux jeunes universitaires ou dans des grandes écoles pour qui il y a un financement public conséquent. Et donc il y a un intérêt à intervenir très tôt, puisque plus on le fait tard, hein, si je vous entends bien, et plus il faut mettre de moyens sur les programmes que l'on va lancer. Géraldine Peigné, peut-être juste un dernier mot là-dessus, avec votre double regard à la fois du monde de l'entreprise et puis de la Fondation Mosaïque. Les jeunes que vous avez pu côtoyer, que vous avez vu arriver, qui sont victimes de ces inégalités sociales, c'est quoi leurs barrières, leurs freins principaux? Est-ce que c'est une forme d'autocensure? Est-ce qu'avec cette reproduction sociale dont tout le monde parle, il y a des voies qui de toute façon ne s'ouvriront pas? De quoi souffre-t-il avant qu'on voit quels sont les bons remèdes? Alors, on pourrait en parler pendant. Je vais essayer d'être courte, mais souvent les raisons, il y a de multifacteurs en fait. Mais peut-être vous donner un chiffre un peu introductif et on reviendra là-dessus, puisque la Fondation Mosaïque a un programme spécifique d'accompagnement des jeunes étudiants universitaires en Master 2. Aujourd'hui, dans les universités, 40% des étudiants sont boursiers. Alors que dans les écoles d'ingénieurs non universitaires, c'est 22%. Ce que je veux dire, c'est que on a parlé en effet des enfants à l'école maternelle, et si on poursuit jusqu'à la fin des études, le constat, c'est qu'à la fin des études, il y a entre guillemets des catégories, ou en tout cas des spécificités sur, je dirais, les étudiants et sur leur parcours, et ensuite sur
leur insertion professionnelle. Alors les critères, ils sont multiples. Il y a des critères en effet sociaux, il y a des critères qui sont liés au fait que ces jeunes, ces étudiants n'ont pas forcément accès à l'information, n'ont pas forcément le soutien financier, n'ont pas forcément le soutien de leur famille, parfois en effet n'osent pas. Et en effet, on constate aussi dans les filières universitaires qu'il y a certaines filières qui sont plus choisies que d'autres en fonction de l'origine sociale. Moi, j'ai travaillé longtemps chez Capgemini avec l'université Villetaneuse où on avait monté un parcours spécifique et on constatait qu'il y avait plutôt plus de filles en bio, plus de jeunes issus de milieux modestes en chimie. Donc on voit très bien que, je dirais, la catégorie sociale, en effet, a un impact sur le choix des études et le choix des formations. Et c'est l'ensemble de ces raisons que je viens d'expliquer qui donnent ce résultat. Mickaël Fossin. Ensuite, lorsqu'on est dans le monde de l'entreprise, bien sûr, il faut tâcher de mesurer, tâcher d'évaluer, tâcher de détecter même, j'imagine. Comment fait-on? Quand on préparait cette table ronde, vous me disiez, il n'y a pas que les quartiers prioritaires de la ville, il y a aussi les zones rurales qui peuvent être victimes d'un certain nombre d'inégalités sociales. Vous, très concrètement, à votre poste, comment vous faites pour détecter les gens auxquels il va falloir donner un petit coup de pouce? Déjà, c'est être humble par rapport au sujet, de se dire qu'on ne connaît pas forcément, et c'est de se faire accompagner. Donc nous, on a tout un écosystème associatif, d'autres entreprises aussi, à but d'insertion pour beaucoup, qui justement nous permettent de toucher ces publics-là. Et effectivement, on a mis en place un certain nombre de programmes. Alors je rejoins ce qui a été dit sur le fait de le faire le. Donc nous, chez Schneider Electric, ça ne commence pas la maternelle, on y songe, mais ce n'est pas encore le cas. Mais typiquement, là, on parle beaucoup des stages de seconde qui arrivent à grands pas et qui est un vrai défi logistique à organiser. Et ben, réserver une place significative pour des jeunes issus de QPV ou de zones rurales en revitalisation, ZRR, c'est un des moyens de sensibiliser à nos métiers, au métier de la filière électrique de façon générale, et puis de pouvoir ouvrir des perspectives. Alors peut-être que ça leur plaira, peut-être que ça leur plaira pas, mais en tout cas ça permet d'ouvrir des perspectives pour ces jeunes-là, et ça on le fait à travers des associations qui les sourcent pour nous proposer à ces jeunes de venir à ce stage avec nous. On le fait pour ces stages, on le fait également pour le recrutement. On recrute énormément d'apprentis. Chez Schneider, c'est 1100 apprentis chaque année. Il y en a quelques-uns dans la salle en haut avec les mauvais élèves, donc je les salue. Et c'est également un moyen de recrutement. Et du coup, on est accompagné par des associations pour le faire. Bon, il faut un lien, effectivement. Philippe Perrat, de votre côté. Il y a plusieurs micros, donc n'hésitez pas pendant que je prends un torticolis, mais je suis en bas. C'est un peu à l'image du journalisme aujourd'hui. Moi, c'est le thé. Donc voilà, c'est la première fois que j'anime une table ronde en regardant comme ça des géants. Mais vous en êtes. Je rappelais Philippe Perrat. Alors moi, c'est plutôt le témoignage d'un acteur assez classique du champ social, une fondation d'entreprise. Alors on a la chance d'avoir été créé en 1992, donc il y a 32 ans, et d'avoir comme ça pouvoir suivre sur le long terme un certain nombre de partenariats. Je pense à 10 mois d'école et d'opéra qui emmènent 1000 jeunes chaque année de l'Académie de Créteil, de Versailles, de Paris, découvrir les métiers de l'opéra et donc décloisonner, enlever ces barrières invisibles justement des jeunes pour qu'ils voient qu'ils ont leur chance tout autant. Pareil sur Faites le mur, créé par Yannick Noah il y a plus de 27 ans, qui est aujourd'hui dans 59 villes et 114 quartiers sensibles. Et donc on a accompagné là aussi la montée en puissance d'acteurs comme ça qui se sont posés des questions sur les critères, sur effectivement comment lutter contre toute une série d'obstacles sociaux pour amener les jeunes. Et on a un témoignage assez émouvant d'un jeune de Faites le mur qui est devenu médecin,
une de Tout à l'école du Cambodge qui a intégré l'école des mines cette année. Donc on voit aussi ces parcours-là et qui montrent que c'est possible. Alors nous, on a un peu orienté désormais notre action. Pour vous donner quelques chiffres, donc la Fondation accompagne 146 projets cette année, en 2024. On a un quart qui est sur la question d'éducation, une quarantaine, on touche 60 000 enfants. Et au début, on restait assez ouvert sur un peu tous les champs possibles, décrochage scolaire, maternel, voilà. Et là, on est en train de se recentrer sur tout ce qui est l'accès des filles aux sciences, qui est pour nous, entreprises, un enjeu considérable, puisque elles ne vont pas vers 18%, vont vers les écoles. Donc comment on fait? Et là, c'est une difficulté aussi pour les critères qu'on met, puisqu'il y a toute une série finalement d'obstacles invisibles, les rôles modèles, l'autocensure, ça arrive à un certain âge aussi, 15 ans. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire qu'on va pouvoir déclencher, accompagner des initiatives et des associations sur ce terrain? Alors, je reviens à vous, Aude Kérivel, parce que pour lutter contre un phénomène, il faut l'évaluer, bien sûr. La ministre Olivia Grégoire disait tout à l'heure, dans le monde de l'entreprise, d'une façon générale, le carbone, c'est devenu une mesure fiable, assez simple, et du coup, les efforts environnementaux sont peut-être survalorisés en comparaison des efforts sociétaux. Est-ce qu'il existe aujourd'hui, la question est très naïve, des outils fiables qui peuvent fonctionner à la fois d'ailleurs pour les pouvoirs publics et pour le monde de l'entreprise, pour détecter ces inégalités et pour mieux insérer? Alors, les outils qu'on utilise quand on mène de l'évaluation des politiques publiques ou de l'évaluation de dispositifs innovants, ce sont les outils de sciences sociales. On va utiliser les données statistiques qui existent, que l'on va aller regarder, que l'on va croiser, on va faire passer des questionnaires, on va réaliser des entretiens, on va faire des observations. Et c'est la pluralité de ces méthodes qui va nous permettre d'évaluer les effets d'un dispositif ou d'une politique publique. Alors nous, en tant que chercheurs dans les sciences humaines et sociales, on a une vision de l'impact très précise. Pour nous, la mesure d'impact, c'est on regarde l'impact d'un dispositif sur des bénéficiaires en comparant avec ce qui serait advenu si le dispositif n'était pas là. En d'autres termes, on va avoir une population bénéficiant d'un dispositif que l'on va comparer avec une population qui n'en bénéficie pas, mais qui a exactement les mêmes caractéristiques. J'insiste sur le fait qu'il Mais ça se fait sur le temps long, du coup. Ça doit se faire sur le temps long. Ça peut se faire juste on peut avoir des effets à court terme. Par exemple, sur le dédoublement des classes de CP, on a pu voir en effet déjà l'apprentissage de la lecture entre des élèves qui sont à 28 dans une même classe et des élèves qui sont à 15 dans une classe. Eh bien, on observe en effet qu'il y a un effet, ils apprennent mieux. Il y a des effets positifs sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, on a la possibilité, en ayant une population dite test et une population témoin. Alors, c'est pas toujours facile parce que c'est possible lorsqu'on expérimente, c'est-à-dire lorsqu'on teste un dispositif à petite échelle pour ensuite le généraliser, mais c'est pas toujours le cas. Et puis, c'est pas toujours approprié. C'est-à-dire que parfois, d'avoir construit un indicateur très précis qu'on souhaite regarder, on ne va pas voir des effets induits auxquels on n'avait pas pensé et qui peuvent être extrêmement intéressants. Je vais prendre un exemple. Dans le cadre de l'évaluation d'un dispositif qui visait à accompagner des jeunes sans emploi ni formation à l'entrepreneuriat, l'impact qui avait été observé, c'est que les jeunes qui avaient été accompagnés à l'entrepreneuriat créaient moins souvent leur entreprise ou leur micro-entreprise que les jeunes qui n'avaient pas été accompagnés à l'entrepreneuriat. Sauf que les jeunes qui avaient été accompagnés à l'entrepreneuriat étaient plus souvent en CDI. On connaît le taux d'entreprise qui se casse la figure au bout d'un an. Finalement, cet effet induit, il était plus positif que l'effet attendu. Comment on arrive à pouvoir regarder l'ensemble de ces effets? C'est par le fait de mener des enquêtes quantitatives en regardant les données produites par les statistiques nationales, en faisant passer des questionnaires également, mais en le faisant également avec des enquêtes qualitatives d'entretien
en amont, en continu, de croisement des regards de l'ensemble des acteurs, des enfants, des jeunes, des professionnels, des parents et tous les acteurs de l'écosystème pour comprendre les effets potentiels. Je prends l'exemple du dédoublement parce que la première année, les effets étaient jugés décevants, le dédoublement des classes de CP. Or, il faut aller regarder ce qui se passe très concrètement. C'est-à-dire qu'il y a dans des classes, on a mis les enfants qui ne maîtrisaient pas la langue tous ensemble. Dans des classes, on a fait des groupes de niveau. Et puis dans des classes, on a fait des groupes hétérogènes. Et puis il se trouve qu'il y a des enseignants qui avaient une facilité à tout de suite faire de la pédagogie différenciée, ce qui est attendu quand on a une classe de 15. Et puis il y en avait qui n'en avaient jamais fait, donc qui n'ont pas changé leur manière de faire. Et tous ces éléments-là sont extrêmement importants pour comprendre l'impact d'un dispositif. C'est pour ça qu'il y a plein d'outils qui existent, mais chaque évaluation est sur mesure et les indicateurs vont être différents d'un dispositif à un autre. Et c'est un travail de concertation et un travail d'enquête qui nous permet d'arriver à ces éléments-là. Alors, Augustin, juste un petit mot sur cette évaluation, parce qu'elle est intéressante, et puis il ne faut pas que les outils deviennent d'ailleurs trop lourds. Hein. Oui, peut-être un petit témoignage aussi à l'INJEP que je dirige. On évalue beaucoup de politiques, mais on a aussi une autre activité, c'est le pilotage d'un fonds d'expérimentation qui s'appelle le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse et qui a permis de financer 900 projets depuis 15 ans, hein, pas cette année, depuis sa création. Et c'est des projets qui parfois sont des tout petits projets d'associations locales, parfois sont des projets beaucoup plus structurés et parfois encore des projets vraiment nationaux. Et puis, dans l'ADN de son d'expérimentation pour la jeunesse, il y a l'idée de systématiquement évaluer chacun des projets via une évaluation externe. Donc, on a maintenant une base d'expérience qui nous permet de nous poser la question de est-ce qu'il faut toujours évaluer et de quelle manière. Et je pense que si on essaie de tirer les enseignements de cette expérience-là, il faut se dire que ce n'est pas forcément utile de vouloir évaluer, surtout de faire de l'évaluation d'impact, avec le caractère très complexe, chronophage, donc il peut prendre sur l'action, l'engagement sur le terrain des associations. Donc moi, je dirais assez facilement qu'il y a des associations qui sont en train de créer ou de mettre en place depuis quelques années un projet, et pour elles ont besoin plutôt d'un accompagnement que d'une évaluation. Alors, le financeur peut leur faire confiance, pas leur faire confiance, pour les raisons qui sont les siennes, mais ensuite laisser le temps à l'expérimentation et au fait de mettre en place le projet. Ensuite, quand on est au stade d'un projet qui est déjà stabilisé et qui pourrait être essaimé, là c'est intéressant de pouvoir commencer à faire de l'évaluation. Et puis quand c'est un projet qui est déjà essaimé sur un certain nombre de territoires, qui est déjà plus structuré, là on peut se dire qu'on veut faire de l'évaluation d'impact pour voir vraiment ce que ça change. Et je pense qu'il faut vraiment être dans cette dynamique, et pour les financeurs, je sais qu'ils sont nombreux aujourd'hui, et pour les associations, d'essayer d'adapter vraiment le processus d'évaluation à l'objet et au stade de développement des projets pour que ce ne soit pas trop chronophage et que ce soit utile surtout. Effectivement, ça peut le devenir, notamment pour les petites entreprises. Alors, je ne parle pas d'entreprises comme Engie ou comme Schneider Electric. On passe à l'action, justement. Il nous reste un gros quart d'heure. Virginie, vous avez un programme simple qui va permettre de sortir au niveau Master 2 des milliers d'étudiants et de les amener intelligemment vers le monde de l'entreprise. Racontez-nous. Oui, alors peut-être aussi par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que moi je voudrais souligner que les associations aujourd'hui ont quand même beaucoup cette culture justement de l'évaluation, dans le sens où aujourd'hui tout financement, toute subvention donne lieu ensuite à une évaluation évidemment des financements qui ont été utilisés, et c'est, je dirais, le quotidien des associations. Donc il faut quand même bien souligner ça, c'est qu'aujourd'hui les associations ont vraiment cette culture. Concernant le sujet dont vous parliez, en effet, donc la Fondation Mosaïque et puis il y a une vingtaine d'autres associations qui ont bénéficié de ce qu'on appelle un contrat impact. C'est une modalité financière qui vient du monde anglo-saxon. Alors, qu'est-ce que c'est un contrat impact? En fait, ce sont 3 acteurs qui s'associent. Il y a les pouvoirs publics, des investisseurs privés et ONG ou associations. Une association identifie en fait
une problématique sociale, sociétale ou environnementale et propose une solution par rapport à cette problématique. Et pour déployer les actions qui vont permettre de résoudre cette problématique, ce sont des investisseurs privés qui financent l'association. Donc pour nous, c'est BNP, faut pas que je les oublie, Citizen Capital, SB Factory, Coero et un investisseur privé. Donc c'est 3 millions d'euros qui vont nous permettre de déployer le programme. Et si nous, associations, on atteint les objectifs tels qu'ils ont été définis initialement, on a 5 indicateurs, les investisseurs donc, sont remboursés par l'État. Donc je peux vous dire que les investisseurs, moi j'ai un comité de pilotage la semaine prochaine, donc on a intérêt, voilà, on a intérêt d'être vraiment, je dirais, au niveau des objectifs qu'on s'est fixés. Donc concrètement, un contrat impact, c'est agir, puisque c'est apporter une solution. Et bien sûr, c'est mesurer et c'est évaluer. Et nous, le contrat impact qu'on est en train de déployer, en fait, on va devoir accompagner sur 3 rentrées universitaires, 3000 étudiants en Master 2, et on va faire un accompagnement spécifique de 800 étudiants qui sont soit habitants des quartiers politiques de la ville, donc je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, QPV, 5 millions d'habitants à partir de critères sociaux, soit des étudiants boursiers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a constaté, toutes choses égales par ailleurs, Master 2 équivalent, si vous êtes boursier ou habitant des quartiers politiques de la ville, vous avez un taux d'insertion plus faible, un temps de recherche d'emploi plus long et une plus forte inadéquation entre votre projet initial et votre premier emploi. Et donc nous, on fait un accompagnement spécifique pour réduire finalement cette inégalité. Et à partir du moment où on a accompagné, préparé ces étudiants, ensuite on mobilise des entreprises. On va chercher pour ces étudiants des offres spécifiques, des offres d'emploi qui correspondent à leur diplôme et qui correspondent à leur aspiration. Donc concrètement, le contrat impact, c'est complexe. 2 ans de négociation, on a touché des financements qu'au bout de 2 ans, donc il faut quand même avancer la trésorerie. Un contrat de 150 pages, bon bref, on le savait dès le départ, mais concrètement, c'est vraiment une solution pour agir, évaluer et mesurer. Le contrat impact, ça, on le garde. Voilà. Michael, pour Schneider Electric, comment vous faites ? Vous êtes fixé des objectifs importants, 15%, peut-être 20%. Comment vous faites ? Où trouvez-vous, si vous me passez l'expression, les jeunes avec lesquels vous avez envie de travailler, que vous avez envie d'intégrer ? Alors, on se l'est fixé pour l'intérim. C'est une clause qu'on a passée dans l'appel d'offres il y a 3 ans pour les 3 principales agences d'intérim qui travaillent avec nous. Je peux les citer, ADECO, SOS Intérim et Start People. Et on leur a mis entre les mains ce sujet en disant, voilà, on voudrait que 15% des heures qui nous sont déléguées soient issues de candidats issus de l'insertion. Alors, comme il n'y a pas forcément de critères facilement trouvables, etc., on a défini notre propre grille. C'est peut-être quelque chose sur lequel on pourrait travailler plus avec la puissance publique à l'avenir. Donc, le handicap, les jeunes issus de l'association Sans Chance, Sans Emploi que nous accompagnons depuis sa création, des jeunes issus de QPV, et puis des jeunes au chômage, des jeunes moins de 26 ans au chômage depuis plus de 6 mois. Et tous les trimestres, on revoit ces chiffres-là avec nos agences d'intérim pour dire, voilà, par rapport à cet objectif, qui est un des objectifs parmi les objectifs de qualité qu'ils peuvent avoir. Je ne parle pas des aspects prix, etc., qui sont discutés également, mais c'est un des points qu'on revoit trimestriellement avec eux pour voir où ils en sont. Et de fait, dans les discussions, on est arrivé à rajouter 2 critères. Le premier, c'est celui des seniors, au chômage également depuis plus de 6 mois. Et comme par ailleurs, je mène le projet global de Schneider Electric sur l'emploi des seniors, c'était plutôt pas mal qu'on fasse aussi quelque chose sur le sujet. Et puis deuxièmement, la partie zone rurale en revitalisation. Et c'est pour ça qu'on pense, comme on a rajouté des critères, de pouvoir passer de 15 à 20% l'objectif d'insertion fixé. Et ça, c'est très concret, puisque l'intérim est notre principale source d'embauche, comme beaucoup dans nos usines. Donc c'est un moyen d'agir aussi sur nos embauches de demain. Juste un petit mot de ce que vous déployez après. Beaucoup de mentorat, me disiez-vous.
une école Schneider Electric, parce qu'une fois que les gens arrivent, il faut évidemment les intégrer le mieux possible. On va beaucoup parler de mentorat avec Augustin Vicard dans un instant, mais ça, vous y croyez dans les solutions concrètes? Oui, alors on dit souvent la plus grande richesse des entreprises, c'est ses salariés, donc on essaye de les utiliser aussi sur l'impact social. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un dispositif qui leur permet chaque année de consacrer 20 heures à une cause associative. Et pour beaucoup, ça passe par le mentorat. Donc évidemment, ça rejoint d'autres de nos objectifs. Alors Philippe, avant de donner la parole à Augustin Vicard, pareil, le mentorat, les solutions concrètes pour intégrer dans l'entreprise, quelles sont-elles? Alors, on a fait une plateforme de mentorat. Sur la fondation, nous, en fait, on a mis 3 grandes séries de critères en place. Le critère sur le projet lui-même. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit, en fait? C'est la grande dispersion des approches des acteurs qui n'ont pas une culture commune. Donc, je crois que cette initiative du sommet de l'impact est absolument précieuse parce qu'il faut diffuser cette culture, il faut diffuser finalement ces réflexes de l'impact. La deuxième chose, c'est l'impact sur la structure elle-même qui porte le projet. Et là, il faut aussi voir les limites. On est dans le champ social, donc il ne faut pas oublier que certaines associations, elles ne vont pas passer des heures à remplir 50 pages d'évaluation pour un dossier de subvention. Donc c'est aussi une question cruciale. Certains nous disent, mais moi, pour 5 000 € d'aide, je ne vais pas remplir 50 pages. Donc il faut aussi être souple, attentif. Il ne faut pas oublier le coût de l'impact. Donc nous, on a eu la chance d'accompagner 10 mois d'école LPRA. Il y a eu une grande étude d'impact sur le sujet, mais qui a coûté aussi cher que tout l'argent des mécènes sur le projet. Donc après, bien sûr, on a vu l'efficacité. Et puis la troisième série de critères, c'est comment ça agit sur l'entreprise. Mentorat possible ou pas, donc on aura une grande plateforme. On vient de lancer une application ce matin, One, pour fédérer tous les collaborateurs, donc comment est-ce qu'ils partagent les fiertés du groupe. Et puis, voilà, est-ce que les gens vont s'engager plus? On a 50 collaborateurs qui vont donner des cours de maths dans la banlieue de Bruxelles tous les samedis matins. Donc voilà, comment ça interagit. Donc notre performance philanthropique, elle est regardée avec ces 3 dimensions. Augustin Vicard, sur le mentorat. Un jeune, un mentor, c'est un programme qui a été lancé en 2021. Il y a 150 000 mentorés aujourd'hui schématiquement en France. 160 000, 160. effectivement, et on partait en 2020 de 30 000. 30 000. Donc c'est un bon quantitatif vraiment important. Et ça marche. Et alors, c'est justement la question qu'on nous pose, c'est est-ce que ça marche? Nous, on a commencé à évaluer en 2023 le dispositif. Et on s'est demandé évidemment est-ce que ça marchait. Donc on est en train de mettre en place tout un tas d'enquêtes, notamment pour pouvoir regarder sur le temps suffisamment long si ça marche, parce que si ça marche, ça veut dire qu'on commence à regarder des jeunes qui sont mentorés. C'est vrai que j'ai même pas précisé ce que c'était que le mentorat, c'est peut-être connu par tous, mais le principe, c'est qu'il y a un jeune qui peut avoir de 5 à 30 ans, là en l'occurrence, qui est vulnérable ou qui a des besoins en tout cas et qui est accompagné par un bénévole qui va le rencontrer 1 fois par semaine, 2 fois par mois pour pouvoir résoudre ses difficultés et l'aider dans l'aide aux devoirs, l'insertion professionnelle, l'orientation ou tout un tas d'autres éléments. Et donc ce que je voulais dire, c'est effectivement c'est intéressant de se poser la question est-ce que ça marche ou pas, mais c'est un peu binaire comme enseignement. On vient de rendre un rapport d'étape dans lequel, plutôt que de s'intéresser spécifiquement à cette question, on a essayé plutôt de regarder ce qui permettait au programme de mentorat de fonctionner mieux. Et vous me permettrez de dire que quand même c'est peut-être plus intéressant comme question, et donc de voir comment on peut mieux former les mentors, par exemple, faire en sorte que les chargés de mentorat qui gèrent ce programme dans les associations soient sur des contrats moins précaires, donc ça permet d'emmagasiner de l'expérience et donc d'être plus efficace, et aussi de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Enfin, tout un tas de pistes très concrètes qui vont au-delà de la question ça marche ou ça marche pas. Et donc moi je plaide aussi pour que l'évaluation elle permette d'être un levier pour faire évoluer les dispositifs. Désolé d'avoir été binaire dans ma question. Le mot de la fin, Aude Kérivel, il nous reste 1 minute parce que la ministre des Sports vient d'arriver pour la table ronde suivante. Vous, dans les actions concrètes, vous qui êtes experte de ce domaine, quelles sont celles que vous avez envie de mettre en avant pour bien insérer? Alors, en termes de politique publique, je parlerai des rythmes scolaires. La semaine de 5 jours permet davantage de lutter contre les inégalités que la semaine de 4 jours. Donc encore faut-il, parce qu'elle est néfaste pour les enfants de milieu populaire, cette semaine de 4 jours, donc encore faut-il vraiment accompagner les collectivités, donner les moyens aux associations et aux collectivités pour
permettre cette semaine de 5 jours. Les projets de mixité sociale dans les établissements sont fondamentaux. On voit qu'il y a des effets et il faut voir la suite de ces effets sur le long terme. En tout cas, ça marchera uniquement si le privé joue le jeu également aux côtés du public, mais on ne peut pas faire l'impasse de ce type de mesures. Le dédoublement des classes de CP a en effet eu un effet positif. L'accompagnement des élèves à l'université, et notamment de ceux qui n'ont pas les codes sociaux de l'université, a des effets en effet sur les parcours universitaires et l'insertion sociale et professionnelle. L'accompagnement dans les stages, dès les stages de 3e, mais ensuite tous les stages, tous les apprentissages, un accompagnement poussé. Et donc ça, c'est compliqué de le faire à grande échelle pour l'instant. Ça a également un effet. Je voudrais parler du mentorat parce que j'ai participé à des évaluations de mentorat. Et ce sera le mot de la fin, pardonnez-moi. C'est vraiment important. On voit aujourd'hui que le mentorat fonctionne pour certains jeunes, mais pas tous. Moi, dans les évaluations que j'ai pu réaliser, c'était en direct. Ce sont les jeunes qui avaient un projet précis et une question précise et un certain âge pour certains types de mentorat. Donc c'est important aussi d'avoir ça en tête avant une généralisation trop importante et une standardisation qui, en plus, risque d'avoir un effet sur un accompagnement un peu low cost qui aurait des effets, là, négatifs sur la population. Merci beaucoup à tous les 5. Je crois qu'on peut vous applaudir pour la qualité de vos interventions. Restez dans la salle, d'autres vont venir. C'est l'impact dans le sport avec Antoine Oberdorf et la ministre des Sports dans un instant. Merci.